disiez tout à l'heure que ce n'était pas tout à fait une démocratie participative, un orchestre. Là, pour le coup, on va en parler, par contre, nous, si vous le voulez bien, de démocratie, puisque c'est en effet le troisième thème que nous allons aborder aujourd'hui. Comment stimuler notre démocratie? C'est le sujet qui nous intéresse maintenant. Voici quelques images pour illustrer ce thème, et je vais en effet accueillir mes prochains invités. Pour comprendre cette abstention, 49%, c'est beaucoup, mais on dirait que c'est une maladie chronique en France. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Est-ce que vous prescrivez des vacances à tous les malades chroniques? Et comment dire, on peut ne pas s'intéresser spontanément à l'avenir de la direction politique de son département. Il y a des gens qui s'en foutent. C'est bien. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Et alors? Nous avons le sentiment de plus en plus que nous ne sommes pas égaux devant la représentation. Nous ne sommes pas représentés de la même manière. Qu'est-ce que vous réclamez dans cette France d'aujourd'hui? De l'écoute, ça veut dire les citoyens, c'est pas on donne pas un blanc-seing pendant 5 ans et puis tu réformes comme tu veux et tu fais ce que tu veux et rendez-vous aux prochaines élections. Nous vivions sur une fiction. La fiction était que, en participant à l'élection tous les 5 ans d'un grand homme, nous avions une influence sur le gouvernement. Et pourquoi ne pas être vous-même candidat? Eh bien, c'est possible grâce à une plateforme numérique, laprimaire.org, une initiative citoyenne, comme on dit, qui souhaite proposer un candidat à la présidentielle hors des partis politiques traditionnels. Moi, c'est quelque chose que j'attendais en fait. Depuis un moment, je cherche quelque chose qui aille au-delà des partis politiques. Depuis 4 ans, Cyril n'a qu'une seule idée en tête, consulter les citoyens pour aider à créer des lois. Et pour y arriver, il mise tout sur Internet et sur 6 parlementaires prêts à mettre en place son projet. Alors voilà, pour illustrer ce sujet, j'invite à me rejoindre Patrick Bernasconi, le président du CESE. Une fois de plus, je vous remercie de nous accueillir ici pour la France des solutions. Monsieur Joe Spiegel, maire de Kingersheim, pardon pour mon accent alsacien, et Léonore de Roquefeuille pour Vox.org. Je vous en prie, installez-vous s'il vous plaît. Les petits micros se cachent derrière vous. Hop, je vous les fais passer. Installez-vous, installez-vous. Alors, je vous en prie. Alors, on va se livrer là aussi à un petit exercice. Tout va bien? Vous avez volé votre micro? Non, ça va? Tout le monde a un micro, alors tout va bien. Donc, on va avoir une quinzaine de minutes, tous les trois, si vous le voulez bien. La même question pour les trois, même si vous représentez des entités différentes. Mais justement, on va croiser vos parcours, si vous le voulez bien. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise de la démocratie. Comment donner un nouvel élan à notre démocratie? Vous avez probablement sur le terrain, les uns et les autres, diagnostiqué des problèmes. Et vous avez sûrement des propositions concrètes à nous faire. C'est pour ça que nous vous avons invité. Bien, ces propositions, quelles sont-elles? Quelles seraient-elles? On a envie de vous écouter là-dessus. Peut-être, Patrick, on va vous donner la parole en premier, Monsieur Bernasconi, puisque, une fois de plus, vous avez la gentillesse de nous accueillir. Bien, écoutez, c'est d'abord un immense plaisir de vous accueillir ici à chaque fois. Vous dire, bien évidemment, que pour moi, la démocratie, c'est d'abord une démocratie liée à un système de représentation et à des corps intermédiaires. Et pourquoi je dis cela, c'est que si l'on veut que le système fonctionne, il faut bien pouvoir s'appuyer sur des choses qui permettent de voir les éléments qui sont à notre portée, de façon à pouvoir les traduire sur le moyen et le long terme. Et c'est de cette façon-là qu'une bonne démocratie doit pouvoir fonctionner. Une démocratie mature est une démocratie qui va forcément s'appuyer sur ses corps intermédiaires et forcément s'appuyer sur une démocratie de représentation. Alors évidemment, derrière, aujourd'hui, il y a une crise, évidemment, peut-être de la participation et de l'engagement. C'est lié évidemment à un certain nombre d'angoisses qui montent dans la société civile. Ces angoisses, elles sont liées évidemment à un monde qui s'accélère, qui se numérise, lié à la globalisation, la mondialisation, enfin, tout un tas d'éléments que les uns et les autres vous connaissez bien. Et c'est la difficulté parfois de ceux qui nous gouvernent à pouvoir répondre à ces questions qui posent question. Ceci dit, il y a un lieu formidable pour essayer de déminer les sujets, c'est l'endroit où vous êtes tout de suite. Vous êtes dans un endroit où plus d'une soixantaine d'organisations représentatives de la nation qui y sont présentes et y siègent. Vous avez 233 conseillers qui sont là et qui travaillent chaque jour à bâtir du consensus. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la République où des organisations, parfois très antagonistes, se parlent de cette façon.
Vous avez des agriculteurs qui parlent parfois au monde environnemental, ce n'est pas toujours évident. Vous avez le monde patronal qui parle au monde syndical, ce n'est pas toujours évident. Mais ici, ils se parlent et ils essaient de bâtir du consensus et une espèce de pensée positive. Et nous avons donc cette représentation qui permet évidemment de peut-être pouvoir mieux fonctionner. Alors évidemment, il faut moderniser tout cela. L'immobilisme, c'est la pire des choses. Il faut bien tenir compte de ce qui se passe dans la société et des attentes des citoyens. Et donc il y a besoin derrière d'ouverture et de pouvoir faire fonctionner cette démocratie au mieux. Alors je vais m'arrêter là, peut-être qu'on y reviendra. On continuera notre discussion. Voilà. Monsieur Spiegel, vous, en tant que maire, élu de terrain, comment on peut justement apporter un nouvel élan à notre démocratie ? Il ne s'agit pas simplement d'apporter un nouvel élan, il faut travailler à une renaissance démocratique, à un nouveau paradigme démocratique. Et je n'oppose pas la démocratie de représentation à la démocratie de participation. Mais s'il y a une crise de la représentation, c'est parce qu'il n'y a plus de participation et pas de participation dans l'intervalle des élections. Et donc le fossé n'a cessé de se creuser entre les représentants et les représentés, et je pense que c'est vraiment le fruit de la paresse démocratique. Et ça crée ce que j'appelle l'assistanat civique, c'est-à-dire cette alliance objective entre ceux qui décident en haut et ceux qui sont cantonnés dans l'IACAFOCO parce que jamais assistés, parce que jamais sollicités, parce qu'ils sont restés dans leur quant à soi. Et donc, après un gros travail d'aller-retour entre la pensée, l'action, le silence et l'engagement, nous avons proposé l'an dernier, après beaucoup d'initiatives, et j'en reviendrai sur 3, une charte du renouveau démocratique en 5 principes. Le premier, il s'agit désormais de pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les élections. J'ai entendu dire quelque part, en France, on a d'excellents candidats et de moins bons gouvernants. Il faut inverser la vapeur. Deuxième chose, il faut associer les citoyens au processus de décision plutôt que de rester dans l'entre-soi des élus, de la posture et des clivages souvent artificiels. La troisième chose, ça relève plutôt de Jürgen Habermas que des rapports de force qu'on voit dans la vie politique. C'est de tenter de fertiliser les points de vue différents, combien c'est possible sur tant de sujets, plutôt que de rester dans l'affrontement stérile et infantile. Et la quatrième chose, comment on peut susciter du pouvoir d'agir pour sortir de cette sorte de démocratie providentielle qui est strictement descendante, partisane, électorale, jamais participative, jamais implicative. Et enfin, le cinquième point, comment on peut revisiter une éthique de la discussion, être capable d'être adulte, de s'écouter, de parler vrai, de faire en sorte que la parole puisse être entendue et la réciprocité des paroles. Et donc, à partir de là, je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir et quelque chose qui est en train de naître. Et le pire peut advenir, et le meilleur peut advenir. Le pire, c'est les populismes, avec l'instrumentalisation des peurs et la flatterie. Le plus dur, c'est ce que nous essayons de contribuer, c'est-à-dire le chemin difficile de ce que j'appelle la démocratie construction. Et cette démocratie construction, elle doit être exigeante, parce qu'elle doit être interactive, des allers-retours fréquents entre les représentants et les représentés, construits. Il faut qu'elle soit lente, oui, je dis lente, pour maturer une décision. Ça ne se prend pas comme ça. C'est pour prendre en compte la complexité, l'altérité, la durabilité des politiques publiques, la démocratie doit être mûrie. Et la troisième chose, ça c'est peut-être une utopie, mais je pense que c'est l'alternative au populisme, il faut que la démocratie soit édifiante. Comment faciliter le passage du jeu d'affirmation vers un nous? Comment passer le passage du particulier au général, de l'immédiat et long terme? Ça peut se faire si l'élu change de posture. Il ne fait plus pour les habitants, il fait avec eux. Il n'est pas dans le tout ou rien qui ne fonctionne nulle part, il est dans le plus ou moins. Il n'est pas dans le face-à-face stérile et infantilisant, il est dans le côte-à-côte productif. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons, je donne juste 3 exemples, lancé régulièrement des étapes de mobilisation, comme des olympiades de la démocratie. Et une des plus importantes, c'était en 2004, nous avons lancé symboliquement, pour définir une grammaire démocratique, les états généraux permanents de la démocratie. Ce qui est important, c'est permanent. Ce n'est pas seulement le bulletin de vote une fois tous les 6 ans. Et la permanence, ça veut dire que la démocratie n'est pas, ce n'est pas un verbe être, elle naît, c'est la naissance. C'est un thème très proche d'Hannah Arendt, le pouvoir commencer. Et puis, ces états généraux, c'est de permettre à chaque citoyen qui le peut et qui le souhaite, et la question de la possibilité est posée, quel temps démocratique pour les familles, etc., d'être coproducteur de la décision pour être copropriétaire de l'intérêt général. Et puis, troisième exemple, pour tous les projets, inscrits dans le cadre de contrat municipal qui s'inscrit dans une culture des promesses tenues. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ou à partir de ce qui vient du terrain, une pétition qui est une bonne nouvelle pour la démocratie, alors nous créons un cycle, un continuum démocratique, donner du sens, informer tous les habitants,
créer le moment du débat, retrouver le sens de l'agora et à partir de là, créer des conseils participatifs qui s'occupent d'aller au fond du sujet, dont le rôle est décisif. Il est à la phase décisive, parce que le conseil municipal est de la phase décisionnelle, et donc je n'oppose pas la participation et la représentation. Et ces conseils participatifs sont fondamentaux parce que c'est l'apprentissage du dialogue. Et puis, dernier élément date de mobilisation, Agora 15-20, la démocratie continue 2015-2020, avec notamment la création indépendante du conseil municipal d'un conseil communal de la démocratie qui a pour rôle d'impulser, de valider, de suivre. Actuellement, il y a 24 séquences démocratiques qui sont en cours, 3 conseils participatifs qui travaillent dans la durée, un sur l'amélioration de construction d'un lieu de culte musulman, avec la perspective comment construire l'islam des Lumières, un sur la reconversion industrielle en un écoquartier avec l'aménageur privé, et c'était imposé de ma part, je ne décide pas tout seul, c'est avec les habitants, les techniciens, les experts, les ressources démocratiques, la fertilisation des ressources, et la compétence est très importante. Et puis nous allons ouvrir un cycle démocratique sur comment et pouvoir éclairer au plus juste avec un continuum démocratique, c'est informer, débattre, expérimenter, consulter, décider. Alors, juste un mot pour dire... Alors ça sera le mot de la fin pour laisser la parole à Léonore, s'il vous plaît, parce qu'après nous ne pourrons répondre qu'à une question. Et non pas 3. Voilà. Donc je vous écoute pour le mot de la fin, je voudrais écouter Léonore. Tout est une question de pouvoir. Et j'aime bien cette réflexion d'Hannah Arendt que nous avons mis en lettres d'or de l'Agora Pierre et Mendès France, de la Maison de la Citoyenneté. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Merci beaucoup. Alors Léonore, justement, Léonore de Roquefeuille, j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, puis aussi que vous nous parliez de vox.org, hein, s'il vous plaît. Sur ce sujet-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter parce que ce que vous venez de dire. Je pense qu'on partage exactement le même constat. Le constat étant celui que la démocratie aujourd'hui, elle peine à se réinventer un petit peu. On a de vraies innovations dans les territoires, notamment comme on peut le voir ici. La démocratie aujourd'hui, le système tel qu'il est fait, c'est faire à peu près 2 choses. Du silence, 70% des jeunes qui ne vont pas voter au régional, 70% des jeunes qui ne vont pas voter aux européennes, et du bruit, Nuit debout, les manifestations qu'on va voir. Mais aujourd'hui, ce système, il ne s'est pas encore travaillé de pair, main dans la main, avec les citoyens au quotidien pour réussir à co-construire la politique. Alors on y arrive, on commence à créer différentes initiatives. Et par exemple, nous, ce qu'on a tenté de créer, on a commencé aux élections de 2012. Un groupe d'amis qui s'est dit, en fait, il y a plein d'informations au moment d'une élection. Et c'est vrai que c'est un moment où il y a un vrai sursaut. On s'intéresse tous à une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est 90% de participation, 80% chez les jeunes, un peu moins, toujours chez les jeunes. Et on s'est dit, bon, à ce moment-là, il y a toujours l'impression d'être submergé, en fait, par les informations, et l'impression qu'il n'y a jamais quelque chose qui nous correspond complètement. On a tous voté une fois en se disant, bon, bah, en fait, j'ai pas vraiment le temps de lire l'ensemble des propositions, j'ai pas vraiment le temps de me rendre complètement compte de ce que me proposent les candidats, et finalement, en fait, je vote par l'affect. Puis ça, on s'est dit qu'on pouvait le changer. On pouvait le changer parce qu'on a aujourd'hui des comparateurs de vol qui vont permettre de choisir le meilleur vol pour moi, des comparateurs de machines à laver, et pourquoi pas des comparateurs de programmes politiques. Simple, extrêmement accessible. Je prends 2 candidats, un thème, et je vois exactement qui me propose quoi sur santé, éducation, économie, logement, etc. Alors vous me direz, mais bon, les programmes, personne ne les applique jamais. Ben justement, en fait, si on commençait à les regarder et si on commençait à forcer les politiques à être responsables de ce qu'ils ont dit. En 2012, déjà, on avait 1,7 million de Français qui ont regardé les programmes des candidats. 1,7 million de Français qui peuvent dire à François Hollande aujourd'hui, on a vu vos propositions. On a continué à essaimer cet outil qu'on a construit un peu comme à la Wikipédia, c'est-à-dire que ceux qui consultent l'outil peuvent rajouter des propositions et dire ah bah, ce matin sur RMC, ce matin sur RTL, ce matin sur... Je ne sais pas quels sont les médias partenaires, donc forcément je vais dire les mauvais. On a entendu le candidat qui disait ça, et du coup ça nous permet d'avoir une base de données extrêmement complète sur ce que proposent les candidats à l'élection. Alors justement, vous parlez des médias, et ça sera du coup, pardonnez-moi, mais la dernière question, c'est de votre rapport avec les médias et comment ils peuvent être, transmettre à nouveau l'information de solution, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quel est le rapport que vous entretenez avec ce 4e pouvoir ?
Le rapport qu'on entretient avec les médias, nous, c'est plutôt un rapport de partenariat, en fait. On arrive avec cet outil qui est un comparateur, mais en fait, pas que. Là, pour 2017, on a construit une plateforme qui s'appelle Hello 2017 et qui permet de s'informer. Donc là, on fait un rôle de média, de comparer les programmes, mais aussi d'interpeller les candidats, de leur poser des questions et d'apprendre à se rencontrer pour débattre un peu dans l'idée de ce que vous disiez. Et en fait, nous, on utilise nos partenariats avec les médias pour toucher le plus largement possible. Parce que je pense que c'est assez illusoire de se dire qu'une initiative aujourd'hui réussira à changer la démocratie toute seule. Donc, nous, on fait des partenariats avec l'ensemble des médias. Une réaction par rapport à votre relation justement avec les médias? Quel rôle ils doivent jouer? Un rapport de respect. C'est un métier ensemblier de transparence, et donc il faut avoir une attitude qui consiste non pas à vendre sa politique, mais avoir un souci de l'information, de donner du sens, du partage, du discernement. Et de ce point de vue, je ne me suis jamais plu depuis que je suis maire. C'est mon 5e mandat et j'ai eu d'autres mandats. Et je crois que c'est un rapport, une réciprocité de respect. Je suis très flatté, par exemple, qu'un envoyé spécial vient dans ma commune pendant 4 mois pour voir ce qui se passe dans les coulisses de la démocratie d'élaboration qui est la nôtre. J'imagine, hein, Monsieur Bernasconi, que vous incitez les médias à se saisir des travaux du CESE, des rapports du CESE, pour ouvrir le dialogue et trouver de nouvelles initiatives, de nouvelles pistes de réflexion. Notre rapport par rapport aux médias est particulier, puisque souvent le média est souvent intéressé par ce qu'il peut faire, évidemment, l'actualité aux 20h. Et nous, l'actualité aux 20h, ce n'est pas forcément notre fonds de commerce. Parce qu'ici, en fait, nous travaillons sur du long terme, on travaille plutôt caché, on produit des avis et des recommandations qui, à un moment donné, lorsqu'elles sortent, peuvent être prises en toute sérénité. Et tout ce qui est fait dans la sérénité, dans le consensus, intéresse parfois un peu moins les médias. Alors du coup, Reporters d'espoir correspond bien à notre typologie, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, veulent creuser sur le fond de vrais sujets, ils trouvent énormément de matière au Conseil économique, social et environnemental. Je vais vous prendre quelques exemples. On a produit, dans la dernière mandature, juste à la fin, un avis sur les travailleurs détachés, qui a été complètement repris dans la loi, qui aujourd'hui est complètement véhiculé au niveau de l'Europe et de la Commission européenne et du Parlement. Cet avis, vous n'en entendez pas parler. Et pourtant, il a été repris en totalité et ça a fait l'objet d'un accord entre les différents partenaires. Et je peux vous assurer que cet accord, il n'était pas simple à trouver. Moi, pour avoir été négociateur au MEDEF, au 55 avenue Bosquet, je peux vous assurer que ce type d'accord, je ne l'aurais peut-être pas trouvé là-bas. Mais ici, on a pu le trouver, parce qu'on le fait de façon posée, calme, dans la sérénité. Alors, qui dit là dans la sérénité ne veut pas dire qu'on le traite en 2 ans ou 3 ans. C'est un accord qui a été fait en l'espace de 3 ou 4 mois. Ça a été rapide. On nous a interrogés sur la loi montagne récemment. En 3 semaines, pas dans les vacances, on a rendu un avis. On nous a interrogés sur la loi égalité réelle. On l'a fait en 1 mois. On nous a posé des questions au moment de la loi travail sur la culture du dialogue social. On a produit une dizaine de recommandations qui ont été reprises en totalité dans la loi travail sans que ça fasse l'ombre d'une difficulté, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale. C'est la seule partie du texte qui n'a pas été contestée. C'est la preuve, lorsque ceux qui utilisent ici le Conseil économique et social, ils ont un outil formidable pour pouvoir déminer un grand nombre de sujets. Et je voudrais finir juste une chose. C'est vrai que malgré tout, il faut quand même s'ouvrir. Et quand j'entends parler de pétition, lorsque j'entends parler de participation citoyenne, on est en train de travailler à des projets d'ouverture au CESE pour enrichir notre travail. Pas pour le faire n'importe comment, ça doit enrichir nos travaux, valider des pistes et essayer de faire en sorte qu'à un moment donné, ceux qui sortent de cette maison soient encore plus percutants et plus efficaces et plus dans les préoccupations de nos citoyens. Donc voilà, donc, chaque fois qu'un reporter, chaque fois que quelqu'un qui veut travailler sur le fond, bien sûr qu'il est bienvenu au CESE et au contraire, on fera tout pour l'aider dans son diagnostic et dans son reportage. Eh bien, une fois de plus, merci pour votre accueil. Et vous allez voir des représentants des médias. Il y en a plusieurs qui toquent à la porte, donc vous allez pouvoir accueillir tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les 3.